Dans notre système solaire, la plupart des planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La plupart, mais pas Vénus. Cette planète rebelle a décidé d'aller dans le sens classique, et les scientifiques tentent encore de comprendre pourquoi. D'ailleurs, pourquoi les planètes tournent-elles? Qu'est-ce qui définit leur vitesse de rotation? Et le Soleil, tourne-t-il lui aussi? Attache ta ceinture et essayons de répondre à ces questions. Vénus est la deuxième planète à partir du Soleil et la plus chaude de notre système solaire. Savais-tu que Vénus est parfois appelée la jumelle de la Terre? En effet, sa taille et sa composition sont similaires à celles de notre planète. Mais les ressemblances s'arrêtent là, car Vénus est un endroit assez déjanté, c'est le moins que l'on puisse dire. Par exemple, prenons le climat. Sur Vénus, il fait toujours chaud et il y a des nuages. Et quand je dis chaud, je n'exagère pas. Il y fait plus de 436 degrés. Et ces nuages? Ils ne sont pas faits d'eau comme sur Terre. Ils sont faits d'acide sulfurique. Alors effectivement, sur Vénus, mieux vaut ne pas sortir sans une excellente crème solaire. Si on regarde les photos prises depuis sa surface, on peut observer des nuages, d'un jaune toxique et des paysages craquelés et désolés. Il est à noter que le vaisseau spatial qui a pris ces photos s'est éteint presque immédiatement après les avoir envoyées. Pauvre petit. Mais la surface de Vénus n'est pas qu'une terre solide, sombre et plate. En fait, Vénus possède des montagnes plus hautes que le mont Everest. Mais elles ne sont pas faites de roches comme celles de la Terre. Elles sont constituées d'un matériau volcanique plus dense que la roche. Vénus est un endroit assez effrayant qui recèle de nombreux mystères. L'un d'entre eux intrigue les scientifiques depuis des années. Il s'agit donc de la rotation de la planète. La plupart des planètes de notre système solaire tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais Vénus n'est pas comme les autres. Elle tourne dans le bon sens. Et ce n'est pas tout. Elle tourne également autour du Soleil plus vite que sur elle-même. En d'autres termes, sur cette planète, une année passe plus vite qu'un jour. C'est un peu comme si Vénus avait choisi l'excentricité comme mission de vie. Mais pourquoi? Les scientifiques ont quelques théories. Selon l'idée la plus répandue, avant, Vénus tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme les autres, mais quelque chose s'est produit qui l'a fait changer d'avis. Et de quoi s'agit-il, me diras-tu? D'un objet de la taille d'une planète. Les astronomes pensent que quelque chose d'énorme est entré en collision avec Vénus, l'envoyant tournoyer dans le sens inverse. On peut imaginer cela comme un coup de billard cosmique. L'énorme objet mystérieux étant la boule de billard et Vénus la boule cible. Mais on ne peut pas dire que Vénus va dans le mauvais sens. Il n'existe pas de mauvais sens de rotation dans l'univers. C'est ce qu'on appelle la rotation rétrograde. C'est le cas lorsqu'une planète tourne dans le sens inverse de son orbite autour du Soleil. Vénus, par exemple, a une rotation rétrograde, ce qui signifie que le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est sur cette planète. Désormais, lorsque ton horoscope te dira « Mercure rétrograde », tu sauras de quoi il s'agit. Mais Vénus n'est pas la seule planète bizarre de notre système solaire. Il existe des rotations de planètes tout à fait farfelues. Par exemple, la plupart des planètes de notre système solaire tournent autour d'une ligne imaginaire appelée axe. Cet axe est généralement rectiligne par rapport à l'orbite de la planète autour du Soleil. Cependant, certaines planètes comme Uranus ont un axe incliné, ce qui signifie qu'il est presque sur le côté par rapport à son orbite. Cette inclinaison fait que les pôles de la planète sont quasiment sur le même plan que leur orbite. Résultat, à mesure que la planète tourne autour du Soleil, différentes parties reçoivent différentes quantités de lumière solaire, ce qui entraîne des variations saisonnières extrêmes. Par exemple, un pôle peut être exposé en permanence à la lumière du Soleil, tandis que l'autre sera plongé dans l'obscurité totale pendant une longue période. Uranus est la seule planète de notre système solaire à tourner sur elle-même. Les scientifiques pensent qu'elle aurait pu reproduire l'histoire de Vénus. Il fut un temps où un impact important a fait basculer Uranus hors de son axe de rotation d'origine, lui faisant prendre un angle de 98 degrés. Nous devrions être reconnaissants à Jupiter. Sa folle gravité attire tous les astéroïdes et nous protège de telles collisions. Tout ceci est quelque peu similaire à ce que l'on nomme les planètes en rotation synchronisée par effet de marée. Oui, c'est un peu long. Imaginons que tu aies un rendez-vous avec une planète, mais qu'au lieu d'être charmante et mystérieuse comme tu l'espérais, elle se contente de te fixer avec le même visage toute la nuit. C'est en gros ce qui se passe avec ces planètes-là.
Elles tournent autour de leur axe à la même vitesse qu'elles tournent autour de leur étoile. Cela signifie que le même côté de la planète fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre côté est en permanence dans l'obscurité. Ce phénomène peut avoir des effets étranges sur le climat et les conditions météorologiques de la planète. Le côté qui fait face à l'étoile peut devenir extrêmement chaud, tandis que l'autre peut être incroyablement froid. L'atmosphère de la planète peut également devenir très instable, avec des vents violents soufflant du côté chaud vers le côté froid. Et il n'y a pas que les planètes qui sont concernées. Notre Lune fonctionne aussi de cette manière. Savais-tu que nous ne voyons toujours qu'un seul côté de la Lune ? C'est parce qu'elle est verrouillée par la Terre. Nous pouvons également prendre l'exemple de la planète naine Pluton. Elle a une étrange trajectoire de rotation avec sa plus grande lune, Charon. Elles sont verrouillées elles aussi, ce qui signifie qu'elles se font toujours face du même côté. Par conséquent, Pluton et Charon semblent valser autour d'un centre de gravité commun, créant ainsi une danse unique dans l'espace. Mais les bizarreries de notre système solaire ne s'arrêtent pas là. Il existe aussi des planètes dont la rotation est ultra rapide. Alors que la plupart des planètes tournent à un rythme plutôt tranquille, certaines d'entre elles sont d'une rapidité digne de Sonic. Jupiter, par exemple, tourne une fois toutes les 9h56, ce qui signifie que sa journée dure moins de 10 heures. C'est assez rapide pour que la planète soit bombée au niveau de son équateur. De plus, cette rotation rapide crée de fortes rafales de vent qui peuvent atteindre une vitesse de 643 km/h. Et si tout cela reste encore logique, que dire alors des rotations chaotiques ? Et oui, certaines planètes ont une rotation tellement irrégulière et imprévisible qu'on parle de rotation chaotique. Ce phénomène est souvent dû à l'influence gravitationnelle de lunes ou d'autres planètes proches. C'est surtout le cas des lunes et des petits objets de ce type. Dans notre système solaire, certaines lunes de Pluton, Saturne et Neptune présentent cette caractéristique. Au fait, le Soleil est en rotation lui aussi, tout comme les planètes. Cependant, son mouvement n'est pas homogène. L'équateur tourne plus vite que les pôles. C'est un peu bizarre, non ? Ce phénomène crée un champ magnétique qui est à l'origine de phénomènes tels que les taches et les éruptions solaires. Mais tout cela soulève un point intéressant. En fait, pourquoi les planètes tournent-elles ? Cette question peut sembler idiote. Mais est-ce que tu peux y répondre ? La solution est sans doute un peu plus compliquée que tu ne l'imagines. Tout a commencé il y a environ 4,5 milliards d'années avec la formation de notre système solaire. À l'origine, il s'agissait d'un vaste nuage de gaz et de poussière. Lorsque le nuage a commencé à se contracter sous l'effet de sa propre gravité, il s'est mis à tourner de plus en plus vite, comme une toupie. Ce mouvement de rotation a entraîné l'aplatissement du nuage qui a pris la forme d'un disque. Au fur et à mesure que le nuage se contractait, le centre devenait plus dense et plus chaud, ce qui a fini par former le Soleil. Pendant ce temps, la matière contenue dans le disque a commencé à s'agglutiner et à former des planètes. Mais comme le disque tournait déjà, les planètes ont hérité de ce mouvement de rotation au fur et à mesure de leur formation. En d'autres termes, les planètes tournent par inertie. Elles ont hérité du mouvement de rotation du nuage de gaz et de poussière à partir duquel elles se sont formées. C'est ce que l'on appelle la conservation du moment angulaire. C'est le même principe qui fait que les patineurs sur glace tournent plus vite lorsqu'ils rentrent les bras. Voilà qui conclut en beauté la présentation de l'univers loufoque de la rotation des planètes. De la rotation fulgurante de Jupiter à l'étrange rotation à l'envers de Vénus, il est clair que notre système solaire est rempli de surprises. Mais grâce aux lois de la physique et à l'attraction gravitationnelle du Soleil, ces planètes continuent de tourner suivant le rythme régulier du cosmos. On y reviendra. Allez, on écoute bien. Vénus a plus de volcans que n'importe quelle planète du système solaire, plus de 1600. Et un jour sur Vénus, mesuré par le temps que la planète prend pour tourner une fois sur son axe, prend plus de temps qu'il n'en faut pour faire le tour du Soleil. Waouh! Et ça, ce n'est que lundi. Un effet de serre extrême réchauffe la surface de la planète jusqu'à 465 degrés Celsius, suffisamment chaud pour faire fondre du plomb. Là-bas, les vents atteignent la vitesse de 720 km/h dans la couche médiane de nuages, soit plus vite que les tornades les plus rapides de notre planète.
À la surface de Vénus, la pression est 90 fois plus élevée qu'au niveau de la mer sur Terre. Mais ça me paraît être un endroit génial pour passer des vacances reposantes, hein? Et récemment, cet endroit incroyable est devenu encore plus intrigant. Dans l'atmosphère toxique de Vénus, il y a quelque chose qui pourrait révéler l'existence de la vie. Malheureusement, les scientifiques n'ont pas eu l'opportunité de récolter des spécimens de microbes ni de prendre des photos de la vie extraterrestre. Mais ils ont découvert un élément chimique appelé phosphine et ce n'est pas rien. Si ce n'est pas un élément chimique précédemment inconnu qui produit ce gaz, alors il doit y avoir une sorte de vie microbienne impliquée dans le processus. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'1 atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour n'importe quelle forme de vie qui nécessiterait de l'oxygène, dont nous autres, humains. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits avec très peu, voire pas d'oxygène. Par exemple, les marais et les marécages. Ce gaz est créé par des mélanges complexes de bactéries qui vivent là. Il peut être aussi produit industriellement. Le plus étrange dans tout cela, c'est que la phosphine n'est pas supposée se trouver dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et d'une température précises, ainsi que de tonnes d'hydrogène pour se former. Il ne serait pas surprenant de le trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, totalement inattendu. Il n'est pas possible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De petites quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages électriques, d'explosions de minéraux à la surface, ou lorsque des météorites entrent dans l'atmosphère de Vénus. Mais c'est loin d'être suffisant pour expliquer ce que les astronomes ont observé. Cela n'expliquerait en effet qu'un 10 millième de la phosphine observée au télescope. Mais reprenons depuis le début. En 2017, un groupe de scientifiques dirigé par Jane Greaves de l'université de Cardiff a commencé à utiliser le radiotélescope de James Clerk Maxwell à Hawaï. L'idée principale étant de chercher de la phosphine, un gaz qui serait un signe de vie sur Vénus. Au retour des données, les chercheurs les ont analysées et ils ont été choqués. La présence de phosphine était impressionnante. L'équipe a même regardé les résultats plusieurs fois. Elle voulait s'assurer qu'aucune autre substance n'imitait la présence du gaz de phosphine. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il y a de la vie sur Vénus? Pas nécessairement. Si ce gaz est créé par de mystérieux organismes, la question est de savoir comment ils survivent sur Vénus. Sur notre planète, des microbes peuvent prospérer dans l'environnement avec une acidité de 5%, mais pas plus. Sur Vénus, cependant, les nuages sont presque entièrement faits d'acide. Et même s'il y a une température plutôt agréable de 30 degrés Celsius, ces nuages contiennent plus de 90% d'acide sulfurique. L'ADN, les acides aminés, les protéines, les composants de la vie sur Terre seraient dissous en un clin d'œil. La surface de la planète est trop chaude pour qu'une molécule complexe n'aboutisse à la vie. L'atmosphère de Vénus est aussi 50 fois plus sèche que l'endroit le plus aride de notre planète. Il existe une théorie selon laquelle les microbes pourraient se cacher dans les rares gouttelettes d'eau qui flottent dans l'atmosphère. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Aujourd'hui, l'équipe demande plus de temps d'observation à l'aide du télescope. Les scientifiques vont chercher d'autres gaz associés à la vie. Mais même s'ils trouvent plus de preuves, les formes de vie sur Vénus seraient faites de composants absolument différents de ceux qu'on trouve sur Terre, où ils pourraient être protégés par une coquille résistante à l'acide sulfurique. Elle peut être faite de substances telles que le soufre, la cire, le graphite ou de choses inimaginables. Bien sûr, certains experts se demandent si la vie est bien possible sur Vénus. Ils pensent que le gaz pourrait être produit lors de processus géologiques ou atmosphériques qui ont lieu sur la planète. Mais les partisans des deux théories s'accordent sur une chose, la découverte est extraordinaire. Curieusement, les astronomes ont toujours tenté de découvrir des signes de vie sur les lunes gelées des planètes géantes, voire même plus près, sur Mars. Mais ils n'ont jamais pensé à Vénus. Si les futures observations du télescope et les prochaines missions spatiales confirment que la phosphine est produite par des organismes vivants, nous aurons une excellente surprise. Alors on connaîtrait une planète avec une biosphère qui pourrait nous accueillir. Et cette planète serait tout près de la Terre. En parlant de visiter Vénus, néanmoins, serait-il possible pour l'homme d'atterrir sur cette planète? Après tout, les robots atterrissent bien à la surface de Mars. Et Vénus est plus près de la Terre que Mars. Mais elle a aussi des conditions plus difficiles. La planète est plus chaude que Mercure, même si Vénus est presque 2 fois plus éloignée du Soleil. Les températures sont plus chaudes que le point de fusion de n'importe quel métal. Et certains, comme le plomb ou le bismuth, tombent un peu comme de la neige sur les pics des plus hautes montagnes.
Si tu atterris sur cette planète, tu ne trouverais rien que de la roche stérile. Les plaines géantes de basalte regorgent de volcans et de montagnes. Dans certains endroits, la surface fond à cause de la chaleur qui se trouve dessous. Après en avoir relâché un peu, la roche se solidifie à nouveau. Si l'on se rend un jour sur cette planète, il faudra probablement construire une ville flottante dans les nuages de l'atmosphère de Vénus. À environ 50 km de la surface, les conditions, comme la pression et la gravité, sont similaires à celles de la Terre. La température est plutôt gérable aussi, environ 75 degrés Celsius. Il faut s'imaginer la vallée de la mort en Californie lors d'une journée très chaude. La pression atmosphérique est 2 fois moins importante que celle que nous avons au niveau de la mer chez nous. Si tu vas dehors, tu peux t'en sortir sans combinaison pressurisée. La pression que tu ressentirais serait la même qu'en haut du mont Kilimandjaro. De plus, cette colonie serait mieux protégée des rayons du soleil que sur Mars. Si l'atmosphère était la destination finale de la mission, faire atterrir un vaisseau spatial, ou plutôt le faire planer dans l'air, serait tout à fait différent. L'idée est d'utiliser un dirigeable dans la strate haute de l'atmosphère durant de longues périodes. Le dirigeable, enrobé d'une enveloppe protectrice, entrerait dans l'atmosphère de la planète à la vitesse de 7 km par seconde. En quelques 7 minutes, la vitesse retomberait à 0,45 km par seconde. Ensuite, un énorme parachute s'ouvrirait. Cela ralentirait encore plus le vaisseau. Et alors, les choses deviendraient encore plus trépidantes. L'enveloppe protectrice, dont on n'aurait plus besoin, disparaîtrait. Le ballon se gonflerait tout seul en poursuivant sa course vers la surface de la planète. Sa vitesse serait alors de 100 mètres par seconde. Bientôt, on n'aurait plus besoin de parachute. L'équipage s'en débarrasserait et le vaisseau se remplirait complètement d'air. Si tout se déroulait comme prévu, il s'arrêterait à 48 km au-dessus de la surface de Vénus. Ensuite, le dirigeable voyagerait autour de la planète. Il se déplacerait grâce au vent qui pourrait atteindre 350 km/h au-dessus de la strate supérieure des nuages. Si tu décidais de t'approcher de la surface, cependant, tu devrais être très précautionneux. Au milieu de la couche du nuage, le vent peut être 2 fois plus puissant. Le dirigeable pourrait se remplir d'un mélange respirable d'azote et d'oxygène. Cette combinaison serait moins dense que l'atmosphère de Vénus. Cela fournirait la flottabilité nécessaire au vaisseau. Tu sais, pour rester dans les airs. Vénus est connue pour ses nuages super denses. Ce sont eux qui la rendent si brillante et visible depuis la Terre. Vénus reflète plus de 75% de la lumière qui provient du Soleil. Cette couche de nuages réfléchissante existe grâce à la brume de gouttelettes d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Et elle se rassemble exactement à la hauteur où le vaisseau flotterait. Heureusement, on sait déjà comment lutter contre l'acidité. Quelques matériaux, par exemple, le téflon et quelques types de plastique, ont une incroyable résistance à l'acide. Ils pourraient protéger l'extérieur du vaisseau. Alors, imaginons que tu aies besoin de travailler sur une plateforme à l'extérieur. Eh bien, tu serais capable de le faire en ne portant qu'une combinaison contre les produits chimiques et en apportant l'approvisionnement nécessaire en air. Waouh, ça a l'air amusant, non ? Ouais, moi non plus, je ne suis pas emballé. Ah, la Terre, le 3e rocher en partant du Soleil, la planète bleue. Tu as compris. Son atmosphère est composée d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et d'1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, un équilibre agréable à respirer pour toute créature vivante. Le climat est également parfait pour l'existence de la vie, contrairement à des endroits comme Saturne, Mercure ou tout autre objet céleste de notre système solaire. C'est à la troposphère que nous devons tout cela. Il s'agit de la partie la plus dense de l'atmosphère de notre planète, d'une épaisseur de 8 à 14,5 km. C'est la couche de l'atmosphère qui affecte en permanence notre météo et qui assure les conditions nécessaires à la vie et à l'existence d'étendues d'eau. La Terre est tout simplement tranquille dans son orbite, à s'occuper de ses petites affaires en tournant autour du Soleil. Lorsque, bam, Vénus et Mars débarquent et gâchent la fête. Personne ne veut laisser cette pauvre Terre tranquille. Ces 2 objets célestes relativement grands qui se déplacent vers la Terre entraîneront des conséquences désastreuses pour notre planète, à commencer par des changements dans la trajectoire de son orbite. Les orbites des planètes dans le système solaire doivent maintenir un bon équilibre, afin que rien ne se détraque. Ainsi, si un objet de grande taille s'approche de la Terre, il fera dévier notre trajectoire orbitale. Les planètes tourneront les unes autour des autres, ce qui provoquera de nombreuses catastrophes naturelles. Cela affectera également le rythme de notre rotation, ce qui pourrait potentiellement la ralentir.
Les jours ne s'écouleront plus comme avant, mais s'étireront. Les animaux qui dépendent de la lumière du jour devront réajuster leurs horloges biologiques. Les animaux nocturnes, pour leur part, devront également trouver un moyen de faire face aux longues nuits. Les humains se sont assez bien adaptés au rythme de 24 heures par jour. Le temps lui-même n'est qu'un concept humain servant à mesurer les choses. Nous aurons du mal à dormir et à nous adapter à des journées plus longues. Les animaux marins dépendent du flux naturel des courants pour migrer dans les océans. Avec Mars et Vénus qui s'invitent à la fête, ils devront probablement aussi trouver de nouveaux chemins. Les oiseaux qui migrent vers d'autres terres au cours de l'année seront aussi désorientés et ne sauront pas quoi faire. De manière générale, la température de la Terre augmentera et d'énormes vagues de chaleur, ainsi que des changements climatiques permanents auront lieu. Cela nous amène au problème suivant, la chaleur. L'augmentation radicale de la température transformera tout en un désert aride. Ce sera l'été toute l'année, sauf si Vénus est dans les parages. La majeure partie de la planète sera asséchée et ne sera plus propice aux cultures. Vénus est chaude. Je veux dire vraiment chaude. Même si ce n'est pas la planète la plus proche du Soleil, c'est quand même la plus chaude. Les températures sur Vénus sont proches des 480 degrés Celsius, ce qui te ferait fondre comme un glaçon. Les terres de Vénus sont généralement plates, probablement en raison des températures. Il fait surtout chaud parce que son atmosphère est épaisse et emprisonne les gaz dangereux à l'intérieur. Si Vénus se rapproche de nous, elle invitera ces gaz dans notre atmosphère et la menacera. Mars, ou la planète rouge telle que nous la connaissons, est très froide. Elle pourrait rester ainsi si elle commence à tourner autour de nous. Elle abrite par ailleurs le plus grand volcan dormant de notre système solaire, qui fait passer le mont Everest pour un ridicule grain de beauté. Avec une si grande instabilité, il pourrait bien se réveiller un jour et cracher de la lave en fusion. Mars a une atmosphère très fine qui rend la planète glaciale. Sa gravité est assez similaire à la nôtre, mais elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au niveau des pôles qui sont recouvertes de dioxyde de carbone. Il en va de même pour Mercure. On ne peut y rester que le temps de retenir sa respiration et seulement pendant la courte période de transition entre le lever et le coucher du Soleil. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres finiront par entrer en collision. C'est juste une question de temps. Et la Lune, qui traîne comme une mouche dans le décor, sera si insignifiante en comparaison que quelque chose finira par la faire dévier de sa trajectoire, à moins qu'une autre planète ne la capture dans son orbite. Ou, dans le pire des cas, elle entrera en collision avec l'une des deux planètes intruses. La Terre connaîtra des raz-de-marée sans précédent. Les deux nouvelles planètes qui tournent autour de la Terre provoqueront un déséquilibre majeur, qui rendra notre gravité incontrôlable. Chaque raz-de-marée sera plus grand que le précédent, lesquels finiront par recouvrir la terre ferme. De nombreuses petites îles éparpillées dans les océans seront complètement submergées. Les villes et autres villages côtiers deviendront l'habitat des poissons. Les pays plats, en général, auront besoin de bateaux pour s'y déplacer. Les barrages et les digues ne suffiront pas à empêcher l'eau d'entrer. Tout le monde devra migrer vers des terres plus élevées pour échapper aux inondations. Le climat étant de plus en plus chaud, les calottes polaires fondront comme de la crème glacée lors d'une journée d'été étouffante et contribueront à la montée des eaux. En quelques mois, l'Arctique tout entier sera complètement liquéfié. Mais attends, ce n'est que le début. La croûte terrestre s'usera en raison de l'instabilité de la surface de la Terre et des fluctuations de la gravité. Elle est probablement composée d'oxygène, ce qui signifie que nous marchons pratiquement sur l'air. Les tremblements de terre seront plus nombreux qu'auparavant et les volcans endormis sortiront de leur profond sommeil. Le ciel sera couvert de cendres, rendant les vols impossibles. Personne ne pourra plus voyager par la mer ou par les airs. L'importation et l'exportation ne seront plus qu'un lointain souvenir. Le climat général deviendra plus chaud, comme sur Vénus. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres et leurs énormes masses pourraient même, sans le vouloir, inviter d'autres planètes et corps célestes à se joindre à leur fête. Et si Jupiter décidait de se joindre à elle ? Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Pour t'en donner une idée, la Terre serait comparable à un raisin si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket. Elle possède également la plus grande tempête que nous puissions observer. Il s'agit de la Grande Tache Rouge, un endroit 2 fois plus grand que la Terre, où des tempêtes semblables à des ouragans se produisent depuis des centaines d'années. Lorsque tu auras fini de regarder cette vidéo, tu peux t'attendre à ce que la tempête soit toujours là. Comme cette planète est énorme, la gravité doit y être assez forte. Elle a aussi beaucoup de lunes, dont certaines d'entre elles sont comparables à notre petite Terre. Il n'y aura plus le moindre espace libre parmi les planètes.
Les lunes de Jupiter seront déviées de leur trajectoire et se heurteront à d'autres planètes alentour. Certaines de ces lunes pourraient entrer en collision les unes avec les autres, provoquant le déferlement d'énormes débris un peu partout. La gravité du groupe de planètes attirera des comètes qui entreront dans l'atmosphère et risqueront de s'écraser sur nous. Les niveaux d'oxygène s'épuiseront et l'effritement de la croûte terrestre se poursuivra. La couche d'ozone sera de nouveau percée, ce qui provoquera l'entrée dans notre atmosphère d'une grande quantité de lumière ultraviolette. Nous ne pourrons pas mettre le nez dehors trop longtemps sans équipement de protection ni réservoir d'oxygène. Notre civilisation changera radicalement. Nous vivrons tous dans des conteneurs abrités qui fourniront un air pur et des rayons de soleil filtrés. Les abris seront suffisamment robustes pour résister aux fréquents tremblements de terre. Nous ferons pousser suffisamment de cultures pour subvenir à nos besoins, du moins jusqu'à ce que nous quittions la Terre. Comme ce n'est qu'une question de temps avant que les planètes n'entrent en collision, l'étape suivante consisterait à créer de grandes fusées pour nous faire quitter la Terre. Avec Mars, Vénus et Jupiter qui tournent près de nous, ce ne sera pas facile. Tous ces débris spatiaux nous empêcheront de sortir de la zone spatiale. Le seul endroit sûr en dehors de cette région sera à plusieurs millions de kilomètres, où il n'existe que des planètes isolées. Elles pourraient, ou non, réunir les conditions nécessaires pour accueillir la vie, mais les humains devront disposer de la technologie nécessaire pour atterrir sur n'importe quelle planète, pourvue d'une gravité similaire, et y construire les abris adéquats. Au final, Mars, Vénus, la Terre et Jupiter entreront en collision les unes avec les autres et se briseront comme des œufs, comme une grosse omelette spatiale, sans oublier les lunes qui s'écraseront et se briseront dans le mélange. Mais nous serons déjà loin, très loin d'ici là, enfin, avec un peu de chance.